On le sait, tout le monde le dit, il manque de profs au secondaire, ils quittent pour des raisons qui sont parfois communes. On pense par exemple au salaire, les conditions de travail. Des fois, on quitte parce qu'on a trouvé autre chose, mais il faudrait savoir déjà pourquoi ils quittent. S'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine d'éducation, puis qu'on sait pourquoi les gens quittent, eh ben, on pourrait peut-être remédier à la situation et ensuite comprendre comment mieux accueillir les gens. On va en parler avec Richard Bergevin, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans, le gouvernement du Québec avait dit, là, il y a une saignée en ce moment, là, les gens s'en vont, mais heureusement, on va collecter des données, on va leur faire passer des entrevues quand ils s'en vont, on va comprendre pourquoi ils ont quitté. Et 2 ans plus tard, on dirait que c'est pas encore commencé, ce processus-là. En fait, ce qui s'est produit, c'est que le ministre de l'Éducation, M. Drainville, à ce moment-là, avait demandé à ce que les centres de services scolaires fassent des entrevues de départ. C'est une bonne idée parce que faut avoir l'information. Faut savoir pourquoi les gens quittent. Qu'est-ce qui fait que dans l'exercice de leur fonction, les gens ont plus le goût de continuer? Souvent des gens qui ont investi 4 ans de leur vie à l'université pour se former. Maintenant, une fois qu'on se dit ça, en même temps, le ministre Drainville a annoncé un gel des embauches dans les centres de services scolaires. Alors, on veut faire des entrevues de départ, mais on dit, vous pouvez pas engager des gens pour faire ces entrevues-là. Et évidemment, avec les coupes qu'il y a eu un peu après ça dans le monde de l'éducation, là, vous vous rappelez peut-être du 570 millions à un moment donné qui était ressorti, eh bien, ça a eu pour effet que les centres de services scolaires, au mieux, ont envoyé un courriel à des gens pour savoir pourquoi ils quittaient, mais pas beaucoup plus que ça. Il y a très, très peu d'initiatives au Québec où les centres de services scolaires ont pris la peine d'appeler les gens qui quittaient pour connaître les raisons de leur départ. Mm-hmm. Puis ensuite, c'est aussi de se poser la question, premièrement, comment ça va se faire? Vous l'avez mentionné, c'est compliqué. Qui va le faire? Et on fait quoi avec ces données? Ça s'en va où après? La première chose, c'est d'aller chercher des données de qualité, puis des données en quantité suffisante. Alors, le fait de prendre un être humain qui va prendre le téléphone, qui va appeler la personne qui quitte pour valider, vérifier pourquoi la personne quitte, on a des chances d'avoir de l'information qui est plus précise parce qu'on va pouvoir faire preuve d'écoute, d'empathie envers cette personne-là et être capable d'aller chercher de l'information. Mais c'est juste la cueillette d'informations. C'est la première étape importante, mais c'est juste ça. On n'est pas rendu à des solutions. Après ça, il va falloir mettre en application des solutions. Et c'est là que le ministère de l'Éducation puis le gouvernement va devoir prendre des engagements pour être capable de changer la dynamique. Parce que dans nos milieux actuellement, il y a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants d'expérience qui quittent avant d'arriver à la retraite. Il y a des gens ceux qui arrivent dans la profession souvent quittent dans les premières années. C'est malheureux et c'est des gens sur lesquels on devrait compter pour plusieurs années. Là, on va parler chiffres un peu, puis vous allez me dire si vous confirmez ces chiffres-là, parce que sinon, c'est trop théorique. Là. On a des chiffres pour 2024-2025. Il y aurait eu 2000 enseignants, dont 1100 qui étaient des réguliers à temps plein qui auraient quitté. Par la suite, il y en a qui sont revenus. Et là, on arriverait à un total, là, après avoir fait la soustraction, de 730. Donc, professeurs, bon an, mal an, qui auraient quitté le réseau. Est-ce que c'est les bons chiffres? En fait, c'est des chiffres que le ministère de l'Éducation nous fournit à nous aussi. Alors, on ne peut pas remettre en question cet élément-là. La petite différence entre les premiers chiffres qui avaient de l'air très, très élevés, puis le deuxième qui est plus autour de 700, c'est qu'il y a des gens qui ont quitté un centre de service scolaire puis qui ont été réembauchés dans un autre centre de service scolaire. Alors, on peut pas dire qu'ils ont quitté la profession complètement. Ils ont changé de milieu. Je pense que ce serait malgré tout intéressant de savoir pourquoi ils ont changé de milieu, mais ça reste que c'est des gens qui sont restés dans le système d'éducation encore, ils ont juste changé de centre de service scolaire. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enseignants qui quittent? On a parlé d'argent tantôt. C'est pas juste ça, là. Non, je pense, en fait, c'est pas la raison principale. Puis tout à l'heure, vous parliez de conditions de travail, mais je pense que ce qui est le plus marquant, c'est les conditions d'exercice de la profession enseignante. Puis la petite nuance entre conditions de travail et conditions d'exercice, c'est que les gens se plaignent pas d'avoir pas suffisamment de congés ou se plaignent pas nécessairement d'avoir pas suffisamment d'argent, mais se plaignent souvent d'avoir trop d'élèves en grande difficulté dans leur classe. On a 22, 23, 24, 25 élèves dans notre classe. On peut avoir une dizaine d'élèves avec des plans d'intervention, dont 7 ou 8 avec des grandes difficultés d'apprentissage. Et ils ont besoin d'attention particulière individuellement chacun. Le problème, c'est quand on est dans un groupe,
l'enseignante n'a pas le temps nécessaire pour être capable d'aider chacun comme elle devrait. Parce que vous savez, dans le milieu de l'éducation, on est meilleur qu'on était il y a quelques années. On est capable de bien identifier les difficultés que vit un élève et souvent, en plus, on connaît les solutions pour régler la difficulté. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire. Et vous savez, un enfant de 7 ou de 8 ans qui a des difficultés de lecture, on sait que la lecture, c'est un facteur qui va lui permettre de réussir ses études et qu'on n'est pas capable de régler le problème parce qu'on n'est pas capable d'y mettre suffisamment de temps. C'est difficile d'un point de vue physique parce qu'on y met beaucoup de temps de préparation, mais c'est aussi très difficile d'un point de vue psychologique. Les gens s'épuisent à essayer de compenser les manques de ressources dans le milieu et à un moment donné, l'enseignante finit par décrocher, par dire je peux pas suffire à la tâche, je vais aller faire autre chose dans la vie. Et c'est malheureux parce que c'est souvent une enseignante qui a 4 ans de formation, qui a de l'expérience, qui serait capable d'aider les élèves, mais il faudrait lui donner un meilleur soutien. Mais complètement. Donc, c'est vraiment une perte concrète, autant pour la personne qui a tellement investi de temps, d'argent pour faire ses études et pour le système scolaire. Et d'ailleurs, il y a un article à ce sujet aujourd'hui sur le site de Radio-Canada où il y a une ex-enseignante, justement, elle dit ceci, puis ça rejoint vos propos, elle dit « L'épuisement était incroyable. Si on ne fait pas d'heures bénévoles en tant qu'enseignant, elle dit le système s'écroule. Et ça, je veux vous entendre aussi là-dessus. Elle explique, cette ex-enseignante, Marie-Pierre Gagnon, la pédagogie, donc enseigner, transmettre justement ses connaissances et tout ça, représentait, dit-elle, de 20 à 40 % de mon travail et le reste du temps, je gérais des problèmes de comportement. J'étais devenue psychoéducatrice, orthopédagogue. Elle contactait les parents. En tout cas, on peut lire ça. C'est un article de Fanny Bussière-McNichol. Mais c'est ça aujourd'hui. Donc, on n'enseigne plus. On devient finalement psychologue. On fait finalement la majorité de son travail. C'est pas de l'enseignement? En fait, on a énormément de travail de préparation pour être de bons enseignants, pour avoir être capable de mettre en application la pédagogie. Mais évidemment, quand je vous disais qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté dans nos classes, en grande difficulté, il faut essayer de les aider, ces élèves-là. On nous donne la responsabilité de les faire réussir. Mais il y a toute la relation avec les parents, la relation administrative avec l'école, de s'assurer de soutenir, puis modifier chacun des aspects de notre pédagogie, le modifier en fonction du besoin de chacun des élèves qui sont en difficulté. Je vous le dis, c'est une tâche colossale. Mais c'est invivable, M. Bergevin, on va le dire. C'est invivable pour un professeur. Il y a des professeurs qui ont des classes de 30, c'est 30 profils différents. J'exagère à peine. Là. Disons 15 élèves avec un parcours à peu près normal, puis 15 élèves avec des dossiers, là, on appelle ça comment ça s'appelle encore, des fiches, des dossiers d'intervention, des plans d'intervention. Ouais. Puis c'est 15 entreprises, 15 petites PME en soi. Là. Puis à la fin de l'année, le prof se dit, est-ce que j'en ai fait avancer un? Est-ce qu'il y en a un qui a avancé ou j'ai essayé d'éteindre des feux pendant une année au complet? Parce que dans une classe régulière, là, l'enseignant devrait donner parce qu'on nous place dans un contexte de groupe. Là. Alors, on enseigne à un groupe, donc on devrait être capable d'enseigner des niveaux de difficulté et ensuite, l'élève qui sort de ce niveau de difficulté-là, devrait avoir du soutien, que ce soit un technicien d'éducation spécialisée, que ce soit un orthopédagogue, qu'il y ait des gens qui l'aident à suivre le cours régulier. Sinon, il doit être dans une classe spécialisée qui va l'aider avec les difficultés que cet élève-là vit, où il va y avoir 5 ou 6 élèves, où ça va être plus facile de donner un cours qui est plus personnalisé. Parce qu'on nous demande de réaliser une tâche qui n'est pas réalisable. 10, 11 personnes, élèves qui ont des difficultés particulières de lecture, d'écriture, de calcul, et qu'on n'est pas capable de suffire à la tâche dans notre classe parce qu'on a un groupe au complet à s'occuper, c'est impossible. Alors, c'est ce qui amène, évidemment, une surcharge, ce qui amène les enseignantes et les enseignants, à un moment donné, à décrocher. Puis, il y a un élément aussi qui est ressorti dans nos classes dans les dernières années qu'on étudie depuis, je vous dirais, une bonne dizaine d'années, c'est la violence, la montée de la violence dans les écoles. Parce que beaucoup d'enseignantes qui quittent la profession, souvent, ils ont vécu de la surcharge, ils étaient débordés et à un moment donné, il y a un événement qui vient provoquer la rupture en se disant « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, moi, dans ma vie? » Et là, souvent, cet événement-là, c'est un événement associé à la violence. Donc, tout ce qui est gestion des comportements dans nos écoles, là, on a besoin de faire une réorganisation, une réforme là-dessus parce qu'on manque de personnel, mais aussi on manque
de soutien quand un élève, parce que vous l'avez sûrement vu à certains moments, là, des élèves qui se désorganisent et qui brisent tout dans une classe. Ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent dans nos écoles au Québec. Ouais. Et avec les nouveaux protocoles d'intervention où on laisse l'élève se désorganiser, puis on sort toute la classe, ça devrait être un événement très, très, très exceptionnel. Malheureusement, ça ne l'est pas suffisamment. Puis, c'est trop fréquent dans nos écoles et ça amène justement une surcharge. Ça amène souvent des événements qui font qu'à un moment donné, l'enseignant quitte la profession. Et M. Bergevin, on parle beaucoup des élèves en difficulté au Québec. On en vient même à penser que tous les élèves sont en difficulté, mais savez-vous quoi? On est dû pour parler des élèves qui vont bien, qui ont des parcours normaux, parce que ces élèves-là sont de plus en plus pénalisés dans des classes où le prof doit s'occuper. Et j'ai une tendresse là, pour les jeunes qui ont des difficultés, mais il y a aussi le reste de la classe qui essaie d'avancer. Puis on a besoin d'eux sur le marché du travail. On ne veut pas les retarder. Puis ça a été prouvé. Moi, ça a changé ma vie le jour où j'ai compris ça. Ça a été prouvé qu'il y a des jeunes qui ont aucune difficulté à l'école, qui décrochent à un moment donné parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas. Ils sont surdoués, ils sont à l'école, puis ils disent « ça ne va pas assez vite pour moi ». Mais ça fait plusieurs années qu'on le demande, qu'on le revendique, le fait qu'on ait suffisamment de soutien pour les élèves en difficulté pour que ce soit une classe normale, que l'enseignant soit capable de donner son cours dans des conditions qui sont favorables, puis les élèves qui sont dans sa classe sont capables de suivre un cours régulier. Et si l'élève a des difficultés particulières, il doit avoir un soutien. Sinon, il doit se retrouver dans une classe spécialisée où il va avoir le soutien. C'est le bon élève avec le bon service au bon endroit. C'est ce qui fait la différence et qui peut amener justement les élèves réguliers qui sont... Parce que dans les élèves réguliers, on en a qui sont très forts, mais il y en a aussi qui sont moins forts, qui ont besoin d'attention. Bien, l'enseignant doit lui fournir de l'attention, doit avoir des échanges avec lui, pas seulement avec ceux qui sont les plus en difficulté ou ceux qui sont les plus forts, mais l'élève régulier doit avoir un service à la hauteur de ses besoins. Et ça, c'est une revendication qu'on a depuis des années. Vous savez, là, les dernières négociations, on a souvent parlé de la composition de la classe, mais c'est de ça exactement qu'on parlait. C'est ça qu'on revendiquait auprès du gouvernement, d'avoir suffisamment de services, des techniciens d'éducation spécialisée, des orthopédagogues, des gens qui vont venir donner un soutien aux élèves pour qu'ils soient capables de suivre le cours régulier. C'est comme ça qu'on va être capable de faire la différence. Ça va prendre un vrai gouvernement qui va décider. Quand on dit investir en éducation, là, souvent le gouvernement nous lance des gros chiffres en disant « Ah oui, mais on a investi dans les bâtiments. » Les bâtiments aussi ont besoin d'amour de ce temps-ci au Québec, mais on doit s'assurer de maintenir le niveau de service et puis pas seulement quand l'économie va bien. Que l'économie aille bien ou pas bien, il faut s'assurer qu'on aide les élèves à apprendre à lire, à écrire, à compter et à avoir le soutien nécessaire. Parce que quand ces élèves-là vont arriver sur le marché du travail, quand ils vont devenir des adultes, bien, ils vont être capables d'être contributifs à notre société. Puis ça, bien, je pense qu'on en a tous de besoin. Pas seulement l'élève de 7 ans, mais toute la société en a besoin. Tout le Québec en a besoin. Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis bon courage, comme on dit, on lâche pas. On est, comme on dit, en mode de solution. Merci d'avoir été là. Oui. Merci. On va essayer de continuer à mettre des solutions en place.